je vais directement prendre donc M. Ousmane Diallo, qui lui vient donc de Conakry. Je crois qu'il est en campagne, pourquoi pas, pour les élections législatives. Il sera, pourquoi pas, député de l'UFDG donc demain. Avec lui, nous allons un peu faire donc le point de la situation avant de venir du côté donc de M. Ousmane Ba. Alors, bonsoir M. Ousmane Diallo, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va très bien. Alors, voilà, de façon générale, la question que nous allons vous poser, comment se porte l'UFDG? Je sais que nous vous avions eu, il y a déjà quelques mois, vous aviez dit que le parti se portait très bien, mais apparemment, nous avons l'impression qu'il y a un petit bicéphalisme qui ne dit pas son nom à l'UFDG. Alors, comment le parti se porte? Disons, je réitère ce que je disais, l'UFDG se porte bien. Cependant, il y a deux images aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a l'image des militants et sympathisants du parti qui sont à l'intérieur du pays et dans la plupart des pays africains et ailleurs. Et puis, il y a l'image que projettent les compatriotes militants et sympathisants de l'UFDG qui sont aux États-Unis ici et puis dans certains pays européens comme la France, la Belgique et la Hollande. Donc, ça fait qu'il y a deux images qui sont projetées. Quand on vient ici, on a le sentiment vraiment qu'il y a une guerre outrancière entre pro-Cellou, pro-Paouri, pro-Ceci, pro-Cela. Donc voilà, c'est le sentiment qu'on a quand on écoute les gens, tellement ça les préoccupe ici, tellement c'est des sujets sur lesquels les gens passent du temps. Or, quand on est en Guinée, on n'a pas du tout la même impression, on n'entend absolument pas parler de ces problèmes-là. Les gens sont plus préoccupés par la violence du pouvoir, par les arbitraires auxquels ils sont obligés de faire face aujourd'hui, par les tueries, par les violations des droits de l'homme, par l'exercice tribal du pouvoir. Donc, les préoccupations des militants ne sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la Guinée, il n'y a pas de divergence des pro-Baouri ou pro-Cellou. Les gens ont la même préoccupation face à un pouvoir qui essaie d'imposer une forme de tyrannie au peuple. Cependant, quand on est à l'étranger, comme là je suis à New York, on a l'impression que franchement, les deux groupes-là existent, ils ne se parlent pas, ils se font des guerres de tranchées, par-ci, par-là. Je pense que c'est une image qu'il est de notre devoir de corriger par la pédagogie pour expliquer. Néanmoins, cela n'occulte pas le fait que le sentiment qu'il y a un certain nombre de problèmes que Baouri soulève et tout. Je pense qu'il faut rétablir les choses dans leur contexte. Le vice-président Baouri a la légitimité de poser des problèmes au parti. Il a le droit, comme n'importe quel militant responsable et sympathisant, a le droit de donner son avis sur tous les sujets sur lesquels le parti agit. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il a soulevé un problème ou parce qu'il a souhaité que le parti fasse cette direction que nécessairement c'est ça que le parti applique, parce qu'il y a un processus de prise de décision à l'intérieur du parti qui est appliqué. Momentanément, les idées de Baouri peuvent ne pas être celles qui sont choisies dans le parti. Ça ne fait pas que c'est un ennemi, ça ne place pas le gars malheureusement en disant, comme certains le croient, que c'est un type qu'il faut rejeter, qu'on essaie de baisser, qu'on essaie de... Je n'ai pas le sentiment-là. Aujourd'hui, il y a une frustration légitime. Quand on écoute Baouri, il a l'impression qu'il ne parle pas de son problème à l'intérieur du parti. Pour lui, c'est clair. Mais à l'entendre, on entend surtout quelqu'un qui dit qu'il n'est pas satisfait de la manière par laquelle le parti l'a soutenu pendant cette période depuis le 19 juillet. Il n'est pas dit que le parti ne l'a pas soutenu. Moi, j'avais posé en ce temps une question à Baouri et à certains responsables en disant, écoutez, on est tous des responsables de ce parti. Dites-nous, qu'est-ce que le parti doit faire maintenant pour montrer qu'il est solidaire de Baouri? Arrêtons de dire qu'il n'a rien fait. Ils ont fait des choses peut-être pas satisfaisantes pour certains, alors que ces gens-là nous indiquent qu'est-ce que le parti va faire, mais de façon concrète. Comme ça permet d'évoluer et de sortir de ce débat, franchement, très loin de la préoccupation du peuple de Guinée, de nos militants dans leur très grande majorité, et des choix du parti. Alors, vous avez dit qu'il y a deux images qui se développent, l'image au niveau donc de Conakry et puis l'image au niveau donc de la diaspora. Alors, c'est quelle image qui paraît proche de la vérité? Avec ce que nous voyons, nous avons l'impression que l'image donc de la diaspora est beaucoup proche de la réalité. Non, c'est-à-dire que ça dépend comment on pose le problème. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mécontentement de Baouri par rapport au traitement qu'il estime avoir reçu ou reçoit du parti? Oui, c'est une vérité. C'est une vérité qui est connue à l'étranger, aussi connue à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas une préoccupation qui est de nature à créer un bicéphalisme dans le parti comme on doit le faire. Non, c'est une
préoccupation, c'est quelque chose qui a été dit, qu'il a dit, d'accord, nous prenons acte et nous essayons de l'améliorer. Pour ça, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, la réalité du parti, c'est que les militants, dans leur très grande majorité, sont préoccupés par les abus qui existent sur nous, sur nos militants, sur notre parti, le pouvoir actuel. Et c'est ça l'image du parti, c'est ça la préoccupation importante de l'IFDG aujourd'hui. Néanmoins, on ne culte pas le problème qui est soulevé. On dit simplement qu'il n'est pas aujourd'hui de nature à créer une forme de bicéphalisme, comme on a tendance à le faire croire. À ce que je sache, Baour ne remet pas en cause du tout le leadership de la cellule. Il ne remet pas du tout en cause l'organisation du parti. Il dit qu'il ne bénéficie pas du soutien qu'on aurait dû lui accorder pendant les périodes d'épreuve qu'il est en train de vivre. Alors, nous comprenons. Hein? Alors, je sais que vous êtes aussi un peu proche de M. Cellou Dalein Diallo. Hein? Il a gardé un peu le silence cathédral depuis pratiquement des semaines et des semaines. Hein? Aujourd'hui, les militants se posent la question, vous avez écouté ce thème militant tout à l'heure, que fait M. Cellou Dalein Diallo? Pourquoi il garde un peu le silence cathédral? D'abord, je ne suis pas proche de la Cellou Dalein. Ce n'est pas la bonne présentation de la chose. Je suis proche de l'UFDG. Je pratique une politique en toute indépendance et j'essaye de faire des choix ou de supporter des choix qui sont très proches de ce que je crois être un parti libéral comme l'UFDG. Donc, très souvent, on arrive à supporter les idées présentées par Baouri ou celles présentées par Agatel ou même souvent d'autres responsables du parti qui ne sont pas forcément à la lumière de l'actualité. Donc, dire proche, je pense que c'est créer déjà une situation de clivage. Or, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai connu Baouri beaucoup plus longtemps avant de connaître dans la politique. Donc, ce n'est pas une nature de dire que je suis proche de tel. Maintenant, pourquoi un ancien leader de ça? Je pense que ce n'est pas tel message qui est fort. Nous autres, nous devrions, moi, très sincèrement, j'accepte d'aborder ce sujet avec vous, Jacques, parce que avec toute la considération que j'ai pour nous, je ne peux pas refuser de parler de ce question-là. Mais je considère que si on voit que le premier responsable du parti garde le silence sur ça, nous devrions limiter. C'est-à-dire que nous devrions nous taire et laisser les initiatives intérieures, etc., qui essaient d'aplanir s'il y a des divergences, en tous les cas, qui essaient de comprendre le fond du problème pour apporter des solutions-là. Je pense que c'est un message fort qui est envoyé aux responsables du parti, aux militants du parti et aux sympathisants du parti. Nous devrons garder notre calme, arrêter d'en faire des débats de marché, des débats de café, de bar, etc., pour envenimer une situation, somme toute, réglable. Et puis un grand parti comme l'UFDG ne peut pas être un grand parti sans traverser cette période de crise et être capable de le surmonter parce que le parti a comme vocation de diriger demain un pays où toutes les contradictions possibles peuvent naître, ils doivent pouvoir le surmonter en respectant les textes, les lois, les relations individuelles possibles, les conciliabules qu'on peut entamer de gauche à droite pour essayer d'aplanir le débat, d'aplanir les divergences, etc. Donc ça, c'est un message. Donc son silence par rapport à ce sujet, je le comprends. Maintenant, par rapport au sujet de problème sur le problème national, il ne se tait pas. Bien que samedi, il a réaffirmé la position du parti par rapport à l'OMS, par rapport aux autres guinéens, de l'étranger, par rapport à ce qui devait être la tenue et là-dessus, l'actualité est continuellement reçue et le parti fait entendre sa voix. Mais il ne veut pas probablement aggraver en disant ceci ou cela pour ne pas malheureusement faire perdre toutes les chances possibles de rapprochement entre les points de vue divergents qui peuvent émerger dans un parti. Donc, je pense que son silence, c'est un message qui est fort et que les objectifs respectés. Alors, certains militants disent que ce problème dure donc depuis pratiquement des mois et des mois, que si M. Cellou Dalein Diallo n'a pas encore réussi à régler ce problème, cela montre un peu son incompétence à l'intérieur donc de l'UFDG. Hein. Et ensuite, la manière dont le problème est porté un peu sur la place publique. Hein. Est-ce que vous trouvez cela un peu sain? Est-ce que c'est tout à fait normal ou bien selon vous, c'est un problème qui devait purement simplement être résolu donc à l'intérieur donc de votre parti? Disons que moi, j'ai une position un peu entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends du point de vue personnel, je pense que le débat est nécessaire pour notre société, pour nos militants, pour tout le monde qu'on discute. Mais cela doit se faire sans passion. Nous devons accepter de discuter, de poser nos problèmes, d'écouter les points de vue opposés ou divergents, tant que cela ne suscite des passions qui sont de nature à exacerber les relations naturellement qui doivent être bien entre nous. Donc pour moi, le débat devait être, peu importe où il se passe. Maintenant,
quand on regarde le contexte, comment ça se passe, on se rend compte que nous ne sommes pas suffisamment des peuples mûrs pour débattre sans passion. Ça veut dire que quand il y a la passion, ça crée des tensions. Ça veut dire que dans ces cas-là, connaissant tout cela, j'aurais souhaité que le débat reste purement interne, mais nous savons très bien ceux qui ont été à l'origine d'externaliser le débat-là pour le rendre à la place publique, dans les médias, etc. Mais j'aurais souhaité que ça reste en interne pour pouvoir canaliser le débat. Ce n'est pas pour garder un secret, mais c'est pour pouvoir canaliser dans un endroit où on peut le faire sans passion et essayer d'apporter des solutions adéquates. Maintenant, quand le débat sort, les passions se mêlent de ça, il est toujours très difficile de trouver même l'origine du problème. Moi, aujourd'hui, je peux poser énormément de questions à des gens, mais je ne suis pas sûr que les gens soient à même de dire vraiment quel est le problème entre l'ancien Baour. C'est vrai qu'on parle du problème de soutien du parti à M. Ba depuis les attaques du 19 juillet, mais avant les attaques du 19 juillet, il y avait déjà eu d'autres problèmes qui avaient été posés, qui étaient les problèmes de l'ordre de préséance entre premier, deuxième et troisième instance. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de faits, mais au fur et à mesure que le débat arrive, que les événements arrivent, hop, de nouveaux problèmes viennent se greffer de telle sorte qu'on ne sait plus par où commence le vrai problème et comment on peut résoudre tout ça. C'est un serpent qui évolue régulièrement, et donc c'est ce qui fait que sortir le débat du cadre interne du parti est une mauvaise chose. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'effet. Alors, aujourd'hui, M. Baouri a accusé directement un clan à l'intérieur donc, de l'UFDG, dont M. Fodé Fofana, d'être certainement la solde donc, du président Alpha Condé. Alors, tout le monde sait que M. Fodé Fofana est pratiquement même ethnique que M. Alpha Condé. Est-ce que ça ne va pas encore mettre un peu sur la place publique que l'UFDG est plutôt un parti régional, un parti certainement Peul, qu'un parti national, puisque automatiquement aujourd'hui, M. Fodé Fofana est accusé directement sans preuve. Oui, mais vous savez, ce sont des arguments que certains prennent très facilement. Moi-même qui vous parle, je suis issu des métissages malinquepeux. Certains verraient de ça une source de problèmes, certains croient à la sécurité comme dans tous les partis. Vous prenez les États-Unis ici, la Tea Party et puis les plus modérés de républicains. Dans notre parti, nous avons toujours des gens qui croient que l'IFDG, c'est une question de peuple, c'est une question de région italienne. Néanmoins, la philosophie du parti, sa doctrine, son rêve constitué dans sa constitution et son projet de société, font que c'est un parti qui a une vocation nationale et qui va en demeurer tel. C'est vrai que dès que vous présentez quelqu'un qui s'appelle un Condé, un camarade ou un truc comme ça, les soupçons se créent parce qu'on veut toujours tout tribaliser. Mais ça n'est pas le cas. Moi, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes capables d'accueillir des Guinéens de toute origine ethnique, de tout horizon. Ils sont capables de faire la vie de ce parti, ce qui en fera un parti national, un parti de gouvernement, un parti de rassemblement. C'est cela la réalité. Maintenant, il y a toujours des gens au RPG, on ne pas à ça, quand vous voyez un Diallo dans les postes de responsabilité, on va les soupçonner d'être à la chaîne de l'UFDG. Cette forme de tribalisation des esprits dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Il date de la période coloniale, et puis les régimes qui succèdent ont amplifié le phénomène. Maintenant, moi, je suis extrêmement désolé que le vice-président emploie ce terme en disant qu'il est à la solde du RPG. Je pense qu'il faut, à un moment donné, prendre du recul et dire les choses lorsqu'on peut les argumenter avec des preuves formelles. Maintenant, c'est vrai, aujourd'hui, quand vous discutez avec un gars du RPG, quelqu'un va vous dire « Ah, j'ai vu Ousmane discuter avec ce responsable du RPG, donc c'est un espion. » Il faut que les gens arrêtent. Il y a des peuls qui sont membres du RPG, qui sont en Guinée, qui peuvent être nos parents. On ne va pas couper les liens de famille parce qu'ils ne sont pas dans nos partis politiques. Il y a des malinqués de l'autre côté qui sont à l'IFDG. Les gens ne vont pas couper les partis, les relations familiales parce qu'ils sont de l'IFDG. Je pense qu'il faut que nous, les cadres, nous, les responsables de ce parti, que nous affilions ce débat et que nous aidions certains de nos compatriotes à mieux comprendre que quoi l'exercice d'activité politique, ça ne veut pas dire des guerres, des gens qui ne se voient plus, qui n'ont plus le droit de se parler, qui n'ont plus le droit d'assister aux mêmes cérémonies, qui n'ont plus le droit de participer de prier dans les mêmes mosquées ou d'aller dans les mêmes marchés. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas ma vision de la politique, ce n'est pas le projet de société pour lequel je me bats derrière l'IFDG. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que vous comprenez certainement un peu la préoccupation de M. Baouri. Alors, selon vous, sa préoccupation est une préoccupation, j'allais dire, constructive pour l'avancée donc de votre parti, ou bien c'est un peu personnel? Et qu'a fait certainement, selon vous, votre parti pour M. Baouri depuis qu'il est en exil? Disons que dès que cette affaire a commencé, avant même que M. Ba ne soit à l'exil, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. D'abord, à Conakry. Dr. Rousseau le rappelait, c'est lui qui a organisé
la médiatisation des violences qui ont été exercées sur les autres membres de la famille de Baouri et sur son domicile. Lui qui a organisé ça avec l'huissier et tout ça. Ensuite, le parti a publié pas moins de 6 communiqués pour condamner le fait que le président de la République indexait carrément M. Ba comme étant le responsable, le coupable, etc. et donnait quasiment la direction à la justice pour désigner Baouri comme le responsable de ce désastre. Donc, on a systématiquement dénoncé ces comportements-là et puis à témoin dans l'Union nationale et internationale. Maintenant, depuis qu'il est en exil en France, il y a eu plusieurs formes d'aide que je n'ai pas besoin de rappeler ici, que les gens du parti, et moi-même, et certains autres partis, nous sont venus en aide pour l'aider à mieux passer ce cap-là, parce que nous savons que c'est une situation qui n'est pas facile et que beaucoup d'autres personnes en dehors du parti sont venues à son secours pour lui faire ça. Maintenant, lui, dans l'amertume, dans tout ce qu'il est compris comme amertume chez lui, il considérait que le parti devrait faire de la question de Baouri une question centrale, une question politique en Guinée. Mais comment le faire? Je pense que c'est là-dessus qu'il aurait pu peut-être nous aider à nous apporter ces éléments-là. Encore une fois, il a accès à MLG, il a accès, il est membre du droit des conseils politiques, il peut donner ses suggestions et ses idées. Puis je pense que si vous faites comme ça, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour le parti, c'est mieux pour ceci. Au lieu de sortir dans les médias et dire que non, il n'a rien fait. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Probablement, il y a eu des erreurs, et c'est normal qu'une humaine est imparfaite. Probablement, il y a des choses qu'on aurait dit que mieux faire. Il faut donner les consignes, il faut dire que c'est comme ça qu'on va faire, sortir des phrases plus générales et dire objectivement, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que j'attends, voilà ce qu'on peut faire pour montrer une forme de solidarité, une montre de besoin par rapport à moi et ma personne. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Encore que si ça peut rester dans le cadre des structures du parti, dans le cadre des normes de communication du parti, c'est quelque chose qui peut se gérer bien. Mais dès que ça devient public, après c'est la passion qui prend le dessus et c'est ça malheureusement qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui fait cette ambivalence d'image qu'on traîne entre la Guinée, l'Afrique et un peu l'Europe et les États-Unis. Alors, de façon générale, on dit que les hommes passent, le parti reste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que M. Baouri fait un peu preuve d'égoïsme parce que votre parti a choisi plutôt de continuer le combat depuis le départ de M. Baouri afin donc de garantir donc des élections législatives pour tout le monde que de faire du combat de M. Baouri un problème assez central. Alors, est-ce que vous pensez qu'il fait un peu preuve d'égoïsme, pensez seulement à lui? Non, je ne pense pas qu'il fait un problème d'égoïsme. Je pense qu'il pose un problème peut-être plus large de droit de faire la question des droits de l'homme, de faire la question de justice, un problème central dans notre pays. Je pense qu'il y a une certaine raison derrière tout ça. Ce n'est pas forcément la personne de M. Ba, mais on voit très bien dans notre pays les violences contre les droits humains, les violences contre les personnes, etc. Et l'exacerbation de tout ça là montre la nécessité de parler de ces questions-là. Maintenant, on fait une question centrale, peut-être que c'était autre chose. Et moi, je ne vois pas dans sa revendication un problème personnel et égoïste. Je vois en ça le souci peut-être de replacer la question des droits de l'homme au cœur du combat. Mais on comprend aussi, il faut savoir que M. Ba est issu quand même du monde qui a conduit à la mise en place de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Donc il y a un peu cette fibre-là aussi qui est dans son raisonnement. C'est pour ça qu'il faut voir la question comme ça, plutôt que comme un problème. Et donc maintenant, le parti évolue, le parti a tout ça là, ça fait partie des préoccupations du parti, et ce n'est pas lui malheureusement qui dicte le calendrier politique guinéen. Quelque part, il le subit. Aujourd'hui, la question la plus cruciale, c'est sortir de ces élections. On s'en préoccupe aussi, sans forcément négliger les questions de droits de l'homme. On essaie de se battre avec tous ces fronts-là, avec les armes que nous disposons. Je ne personnalise pas absolument cette question sur l'aspect purement égoïste. Non, je ne crois pas du tout. Alors, le mois enfant libre, c'est tellement commence encore à faire surpasse. On a écouté M. Baouri, il parlait donc de mon parti. Je suis le père fondateur du parti. Ça fait 20 ans que le parti existe avant donc l'arrivée donc M. Selou Dalein Diallo. Alors, vous êtes arrivé peut-être dans ce parti, je ne sais pas depuis quand. Mais qu'est-ce que cela vous fait, le fait donc de personnaliser un peu le parti politique? Non, mais je pense que personnellement, ça ne fait rien du tout, parce que je suis aussi bien propriétaire de ce parti que n'importe qui. Parce que c'est le parti pour lequel je m'investis matin, midi et soir et pour lequel j'ai abandonné mon travail en France pour aller m'investir corps et âme en Guinée. Donc, je me considère aussi bien propriétaire de ce parti que n'importe quel autre. Maintenant, je ne suis pas membre fondateur de ce parti. Cela ne réduit absolument pas mes prérogatives et mes droits dans ce parti-là. Mais il faut peut-être replacer ça dans l'habitude linguistique que les gens utilisent toujours
avec un souci un peu de propriété. Voilà, mais je pense que M. Ba a quand même fait preuve dans le passé de l'esprit d'ouverture qu'il faut lui reconnaître, mais ce n'en fait pas un professeur. Vous savez, pour faire une analogie entre un géniteur et celui qui a élevé, qui est le propriétaire, c'est difficile. Moi, j'ai vu ici, en lisant la biographie de Steve Jobs, c'était père adoptif par rapport à son père biologique. Et je pense qu'il était plus attaché à son père adoptif qu'il lui a permis d'être ce qu'il est devenu. Donc, on peut bien créer un parti et puis quelqu'un d'autre le rend plus fort, plus populaire. Maintenant, qui va être le professeur, je pense que ça, elle a été un apport considérable en venant dans ce parti-là. Elle en a fait un parti national d'envergure avec l'envergure qu'il a aujourd'hui, un parti de gouvernement, un parti populaire, un parti plus dynamique. Je ne pense pas du tout que les fondateurs de l'UFDG peuvent revendiquer plus de paternité que ceux qui l'ont conduit là où il est aujourd'hui. Je ne pense pas du tout à ça. Alors, vous avez écouté tout à l'heure Monsieur Bahouri, qui parle de plus en plus donc d'une médiation. Est-ce qu'avez-vous déjà des échos par rapport à cette médiation, afin donc de ramener un peu la paix dans votre parti politique? Monsieur Bahouri a peine aussi menacé en disant que si cette médiation échouait, il pense qu'il a la majorité. La majorité pour faire quoi? Mais je vais vous permettre donc de répondre. Sur quoi Monsieur Bahouri se base pour dire qu'il a la majorité? Et avez-vous donc une idée donc de cette médiation qui serait donc mise en place? Bon, disons qu'il y a certainement des initiatives qui sont en train d'être faites. Maintenant, il faut rappeler qu'il y a déjà eu plusieurs formes de médiation. Je pense que même aux États-Unis ici, il y a eu des gens du parti, du milieu associatif, communautaire, qui ont essayé de faire des médiations, bon, qui ont fait long feu. En même temps, à Paris, personnellement, nous avions assisté à 2 médiations au moins, une qui était conduite par la fille de Bawamadou, Mme Kadé, et puis une qui était conduite par des amis à M. Bahouri. Bon, mais on sait pas que les résultats, en tous les cas, n'ont pas été à la hauteur des attentes des uns et des autres. Maintenant qu'il y ait de nouvelles initiatives, pourquoi pas, il faut laisser le temps de mûrir et puis de s'appuyer. Maintenant, quand M. Ba dit qu'il a la majorité, bon, disons que tout ça là, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est quantifiable aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où le Congrès, dans sa très grande majorité, a confié la direction de ce parti à l'équipe qui est là et à leur tête de la Diallo, personne ne peut dire qu'il a moins, qu'il a plus de majorité que cette direction-là. Je pense que ça, c'est un. La deuxième chose, quand on dit que j'ai la majorité, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que depuis sa doctrine, depuis sa philosophie, ou c'est sa propre personne que les gens doivent faire un choix? Je pense que quand on est dans un parti comme ça, il faut voir ce qui se fait dans les partis politiques. Il faut partir d'un courant, de mode de pensée, des choix idéologiques, des choix stratégiques, et puis que les cadres se déterminent en fonction de ça pour dire quelle direction nous voulons confier à l'UFDG. Maintenant, s'il faut en arriver là, c'est nécessaire, à mon avis, quelle que soit l'issue de ces consultations, de ces rapprochements, il sera important que le parti réaffirme la direction, réaffirme la confiance à la direction, réaffirme le choix qu'il fait pour conduire les destinées de ce mouvement politique. Donc c'est très important. Maintenant, est-ce que, après, derrière, si ça passe par la confrontation de projets, et que M. Ba a un projet, et que M. a un projet, ou quelqu'un d'autre a un projet, et que le parti doit se prononcer, en ce moment-là, ce n'est pas plus mal que la démocratie puisse exister encore dans le parti. Ça fait partie du processus d'apprentissage, etc., pour que les acteurs acceptent après les résultats seront issus de ces consultations-là. À ce moment-là, on verra qui est majoritaire ou pas. Quelle notion, quel courant politique, quelle personnalité aura la majorité des militants. Et puis, pour le reste, on suivra ça dans un esprit fair play et démocratique. Allô? Allô, Jacques? Allô, est-ce que vous entendez, monsieur? Oui, Jacques, oui. Voilà. Alors, je disais que, est-ce que ce débat à l'intérieur de votre parti n'a pas commencé un peu tôt, quand on sait que le congrès normalement doit se tenir en 2014, c'est-à-dire d'ici 2 ans. Est-ce que ça n'a pas été, ce n'est pas un peu trop tôt? Ne craignez pas vous certainement un peu des conséquences fâcheuses, j'allais dire, sur donc les élections législatives? Selon vous, est-ce qu'il serait donc intéressant pour M. Sékou d'Alain Diallo de convoquer un congrès anticipé de façon certainement à asseoir donc sa base réelle un peu sur ce parti? Je pense que c'est une question qui mériterait d'être posée quand le débat sera ramené à ce niveau-là, au niveau des courants, au niveau des
stratégies, au niveau des choix politiques. Pourquoi pas? Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le fait de perdre beaucoup de temps, au lieu que je passe du temps à expliquer, par exemple, moi j'étais en Guinée depuis 5 mois, j'ai eu des contacts, j'ai des retours d'expérience du terrain que j'aimerais partager avec vos auditeurs, avec les autres, sur la réalité vraie du parti là-bas, sur les difficultés au Colombola. Je passe beaucoup de temps à expliquer cette situation. Je pense que ça nous fait perdre beaucoup de temps et ça nous bouffe de l'énergie et ça nous empêche d'expliquer notre projet de société, nos combats, les actions que nous menons sur le terrain. Donc oui, c'est quelque chose qui est un peu gênant dans le contexte actuel. Mais à un moment ou à un autre, il faut peut-être passer par là pour réaffirmer la direction du parti. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui arrive très tôt? Oui, et relativement tôt, même si ça ne se passe pas dans un esprit comme je le souhaitais. La compétition, quand elle sera ouverte pour le congrès de 2014, si le calendrier est respecté, tout le monde aura le droit de venir commencer là-dessus. Il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, franchement, ça nous empêche de poser et de dire les vrais problèmes qui préoccupent notre peuple. Alors, vous avez parlé donc de la réalité vraie donc du parti. Donc, quelle est cette réalité vraie un peu de votre parti un peu sur le terrain? Vous savez, quand on arrive sur le terrain, les jeunes se battent quotidiennement, avec très peu de morts, et avec une détermination, Jacques, que vous ne pouvez même pas soupçonner. Les gens sont barricadés, sont violentés dans les quartiers, mais ça ne les empêche pas de continuer. Le jour qu'on a fait cette marche, j'étais impressionné de voir 1 million de jeunes faire le tour de Conakry. Pour ceux qui connaissent Conakry, nous sommes partis de Walindara, c'est-à-dire quasiment au kilomètre 24 de Conakry, pour remonter jusqu'au kilomètre 0 et refaire la route. Ça fait 48 kilomètres qu'on était à pied avec près de 500 000 personnes qui nous suivaient dans le véhicule. C'est impressionnant de détermination. Ça veut dire que les gens, malgré tout, les gens ont des préoccupations. Ils auraient souhaité que les compatriotes de l'étranger réfléchissent au moyen de pouvoir les aider quotidiennement, amplifier leur détermination, amplifier leur engagement politique par des moyens sociaux, par des moyens, etc. C'est ça la préoccupation des gens aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas ce discours entre tel est pro chez lui, tel est pro bas, tel est ceci, cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez qu'on a enregistré déjà 14 morts depuis l'arrivée d'Alpha Condé. C'est important que ces morts-là ne soient pas oubliées. D'organiser vraiment, d'entretenir les tombes, d'organiser vraiment tout ça pour que quand les gens viennent, qu'on mette des plaques à la mémoire des gens qui sont morts, que tout ça soit financé, que ce soit des cotisations, des associations, etc., qui mettent la main à la poche pour permettre aux jeunes de mettre des signes de souvenir à leurs copains, à leurs camarades, à nos compatriotes qui sont tombés pendant cette phase de conquête de la démocratie. Donc, ça, c'est des préoccupations de jeunes. Ensuite, quand on voit la présence des gens, l'enthousiasme et tout ça, il y a ça. Il y a donc un besoin matériel, il y a un besoin d'assurance, il y a un besoin de pédagogie. On aurait beaucoup souhaité que nos compatriotes de l'étranger, qui est de perdre énormément de temps et d'énergie à leur parler que sur des questions, somme toutes qui peuvent se résumer à 2 personnes aussi importantes que le président du parti et le vice-président. Mais nous devrions les appeler à expliquer notre projet de société, à conquérir nos compatriotes, à essayer d'attirer encore plus de gens vers l'UFDG et son projet de société. C'est ce que nous réussissons à faire aujourd'hui à Conakry. Vous voyez que depuis l'arrivée d'Alpha Condé, nous avons réussi quand même à récupérer des gens qui étaient de l'Alliance Arc-en-Ciel, qui sont venus nous rejoindre dans notre position. Ça, c'est une performance qu'il faut saluer et qui nécessite d'être parlé. Pourquoi? Parce que naturellement, quand on perd des élections, les gens ont tendance à vous fuir pour aller vers le pouvoir. Mais en Guinée, on constate le phénomène inverse grâce au dynamisme, grâce au travail du leader du parti aussi, grâce au travail de la cellule et dans ses relations et de parti, nous arrivons à attirer les gens. Ceux qui nous avaient suivis dans les alliances entre les deux pays, nous arrivons à les convaincre, à les ramener vers nous, à les rassurer, etc. Je pense que c'est ce que nous devrions faire, y compris auprès de nos compatriotes guinéens qui sont à l'Union, qui sont peut-être des militants du RPG ou d'autres partis. Nous devrions nous appeler par pédagogie à les séduire, à les ramener vers la région démocratique, à les ramener vers notre famille politique et vers faire adhérer à notre projet. Voilà ce qui devrait être notre préoccupation. Voilà ce qu'attendent en réalité nos compatriotes en Guinée.
Alors, certaines personnes disent que le problème de l'UFDG ne fait encore commencer, hein, que quand nous allons aller donc aux élections législatives, qu'il sera donc question de positionner donc des personnes sur la liste, c'est là que nous allons certainement avoir des problèmes, hein, que M. Selou Dalein Diallo est actuellement en train de placer des jeunes loups comme vous, hein, à des positions stratégiques, hein, au détriment donc des anciens. Alors, nous savons que vous êtes candidat à l'élection donc pour les élections législatives. Seriez-vous candidat au suffrage direct ou bien à la proportionnelle? Oui, en fait, effectivement, je suis candidat à la candidature. Je ne suis pas encore candidat désigné de l'UFDG. Je suis candidat pour être un candidat de l'UFDG. J'aspire à l'élection au suffrage direct dans ma circonscription de Gawal. Maintenant, ceux qui disent que l'ALTER est en train de placer des gens, je pense que ce n'est plus ni moins que n'importe quoi. Moi, je suis membre du bureau exécutif, ce n'est pas par le fait de la CELI, c'est pas mon histoire de politique. Moi, je suis issu d'un parti qui a été absorbé par l'UFDG, qui est le PGP de l'âge profond. J'étais adjoint dans ce parti de notre leader, jeune leader aujourd'hui, qui est Fayad Libono. J'étais son adjoint dans le bureau de la jeunesse du PGP. Donc, qu'on a construit ensemble, c'est le premier parti politique agréé en 1991. Donc, c'est par l'absorption de ce parti que j'ai rejoint l'UFDG et j'ai récupéré le statut que j'avais à l'intérieur du PGP. J'étais un membre du bureau exécutif, c'est la seule position que j'occupe encore aujourd'hui au sein de l'UFDG. Mais quant à l'engagement vers ma communauté, il faut savoir, je le dis dans mon site web ousmane-diallo.com, où j'indique l'ensemble des actions que j'ai faites auprès de ma population, auprès des populations de cette région depuis 1993. Donc, avec le projet le plus abouti aujourd'hui, c'est l'électrification du village d'origine de mon pays, où je donne aujourd'hui l'électricité à près de 7 000 habitants de ce village-là. C'est l'ensemble de toutes ces actions réalisées auprès de mes contracteurs du village, de la préfecture, qui me donnent la légitimité de croire que si je fais appel à leur suffrage, ils peuvent me la confier. Voilà ce qui nourrit un peu mon ambition, ce qui nourrit un peu mon engagement aussi pour cette députation-là. À l'uninominal. Donc, je n'attends pas du tout à être placé sur une liste nationale par la volonté de quelqu'un. J'attends de me confronter au suffrage direct en relation avec les populations que je souhaite administrer directement, qu'ils sachent qui va être leur prochain député et qu'est-ce qu'il a fait. Donc, j'ai déjà eu des actions qui n'ont pas attendu d'être mandatées par quelque pouvoir que ce soit pour pouvoir réaliser des choses. Donc, c'est tout ça là qui me donne cette position-là. Maintenant, c'est vrai que quand on est dans un parti comme ça, quand il faut choisir des gens, quand on a plusieurs compétences, c'est toujours un exercice extrêmement délicat qui peut faire. Mais pour ce qui est des représentants, l'IFDG, dans les circonscriptions uninominales, donc ça veut dire que l'élection directe, la règle du parti est claire, ce sont les sections, les comités de base et la fédération locale qui feront le vote pour désigner leur candidat à l'uninominal. Donc, s'il y a un problème, ce sera sur la liste nationale. Puis là, c'est le parti qui doit décider qui doit être sur cette liste et qui ne doit pas être de là-dessus, et qui auront bien des règles consensuelles pour ramener les gens là-bas. Même sur le terrain, nous devrons moi-même en avoir des adversaires, déclarés ou non, du parti, qui sont en train aussi de labourer aujourd'hui pour avoir l'identité du parti. Moi aussi, je fais mon temps, je laboure là-bas, mais tout ça là dans un fair play politique absolument respectable. Et d'abord, j'invite les uns et les autres à s'inspirer de ce qui se passe dans ma circonscription à Gawa, pour voir comment est-ce qu'on peut être en compétition avec d'autres militants, d'autres cadres, d'autres responsables du parti sans animosité. Ce que nous faisons aujourd'hui à Gawa. Donc, je me bats pour être investi dans un esprit fair play et de démocratie. Allô, Jacques? Allô, Monsieur Ousmane Ba. Nous allons permettre donc à notre frère, Monsieur Ousmane Ba, aussi d'engager un peu le débat avec vous. Alors, Monsieur Ba, allez-y. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions pour Monsieur Ousmane Diallo. Alors, bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir à mon homonyme Ousmane Diallo. Bonsoir.